une voie navigable large de 33 000 fermée. Et en ce moment, les pays qui en dépendent dépensent environ 49 millions de dollars chaque semaine, construisant et improvisant pour la contourner. Voici le plan. Et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voici à quoi ressemble réellement 49 millions de dollars par semaine sur le terrain. Des convois de camions-citernes traversant le désert jordanien, transportant du pétrole brut par la route, parce qu'il n'y a pas encore d'oléoduc. Des équipes d'urgence casquées effectuant des tests hydrostatiques 24 heures sur 24 sur un oléoduc de 960 km inactif depuis 2014. Des installations portuaires en Turquie, en Jordanie et en Syrie activées simultanément avec des équipements, du personnel et des infrastructures délaissées depuis des années. Et à Bagdad, des officiels signent des appels d'offres d'urgence, négociant sur 3 frontières à la fois, tandis qu'une firme de Hong Kong propose un projet d'oléoduc au ministère irakien. Tout cela chaque semaine, parce que le détroit d'Ormuz est effectivement fermé. Et voici ce qui rend cette histoire vraiment extraordinaire. Les 49 millions de dollars par semaine que l'Irak dépense seul en ce moment. C'est le coût d'urgence quand on n'a pas de plan de secours alors que le point de passage énergétique le plus critique au monde ferme. Comparez cela aux pays qui, eux, avaient un plan. L'Arabie Saoudite a dépensé 2,5 milliards de dollars, soit environ 8,5 milliards aujourd'hui, pour un oléoduc de 1200 km en 1981. Cet oléoduc est resté pratiquement inutilisé pendant 44 ans. Puis, dès la fermeture du détroit, il est devenu l'infrastructure pétrolière la plus importante au monde, activée en quelques heures, à pleine capacité en quelques jours, pas des semaines. Des jours. Les Émirats ont dépensé 4,2 milliards pour un autre oléoduc vers l'océan Indien, lui aussi resté inactif. Également activé immédiatement. 2 pays qui ont anticipé face à une région entière qui ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, tout le marché mondial de l'énergie subit les conséquences de cette différence. C'est l'histoire que cette vidéo va vous raconter. Pas seulement ce qui se passe au détroit d'Ormuz, mais les choix techniques faits il y a des décennies, qui déterminent aujourd'hui qui peut maintenir le flux de pétrole et qui ne le peut pas. Pour comprendre le pari à 8,5 milliards de l'Arabie Saoudite, il faut remonter à 1979. La révolution iranienne vient de renverser le Shah. L'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Et à Riyad, les stratèges saoudiens scrutent une carte et se posent une seule question. Que se passe-t-il si quelqu'un ferme le détroit d'Ormuz? Leur réponse n'était pas diplomatique. C'était de l'ingénierie. Le roi Khalid a autorisé la construction d'un oléoduc en 1979. 2 ans plus tard, en 1981, il était terminé. Ce qu'ils ont construit était audacieux. Un système à double conduite, l'une de 48 pouces de diamètre, l'autre de 56, s'étendant sur 1200 km à travers la péninsule arabique. Du complexe pétrolier d'Abqaiq, dans l'est de l'Arabie Saoudite, via le désert brûlant d'Adana et les monts Hedjaz, jusqu'au port de Yanbu, sur la mer Rouge, sur la côte ouest. Le Petroline, ou pipeline Est-Ouest, fut bâti non par nécessité immédiate pour l'Arabie Saoudite, mais parce qu'elle avait compris qu'il pourrait servir plus tard. Pendant 44 ans, il a tourné bien en dessous de sa capacité. Calme. Partiellement utilisé. Presque oublié. Les analystes de l'énergie le mentionnaient rarement. Les médias n'en parlaient quasiment jamais. Puis, le détroit d'Ormuz a été fermé. En quelques heures, Saudi Aramco a activé son protocole d'urgence. En quelques jours, le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a annoncé lors du bilan financier que le Petroline atteindrait sa pleine capacité sous peu. Le 11 mars 2026, pour la première fois en 45 ans, le pipeline Est-Ouest a atteint son débit maximal, 7 millions de barils par jour. La société Kapla a signalé une hausse de 330% des chargements à Yanbu, par rapport au niveau d'avant la crise. L'IA de Windward Maritime a compté 27 superpétroliers au mouillage au large de Yanbu. C'est la plus forte concentration de très grands transporteurs de brut jamais vue dans un terminal de la mer Rouge. Cette police d'assurance de 8,5 milliards de dollars, souscrite 40 ans plus tôt, venait de payer. Mais voici le chiffre qui révèle la réalité. Le Petroline peut acheminer 7 millions de barils par jour. Le détroit d'Ormuz en transporte normalement 20 millions. Même à plein régime, le contournement saoudien couvre à peine un tiers de ce qui a été perdu. Le monde avait besoin de plus. De beaucoup plus. L'Arabie Saoudite n'était pas le seul pays à avoir anticipé. Les Émirats arabes unis ont créé leur propre voie de contournement, différente mais de logique identique.
L'oléoduc de brut d'Abu Dhabi, l'ADCOP, parcourt 380 km des champs de Habshan jusqu'au port de Fujairah sur le golfe d'Oman. Et Fujairah est le détail crucial. Il se trouve côté océan Indien de la péninsule arabique, totalement en dehors du détroit d'Ormuz. Les navires qui y chargent ne s'approchent jamais à moins de 200 km du point de passage. Conçu par Worley Parsons et bâti par la China Petroleum Engineering, il a coûté 4 milliards 200 millions de dollars, soit 900 millions de plus que prévu, et a débuté en juin 2012. En plus du pipeline, l'ADNOC a pris une autre décision capitale. Ils ont creusé un stockage souterrain de 42 millions de barils dans la roche à Fujairah, pas en surface où il serait exposé. Sous terre, il peut maintenir les exportations pendant des semaines, même si le pipeline lui-même tombait en panne. C'est une vision stratégique des infrastructures au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'ADCOP tourne presque à plein régime, ajoutant environ 1,5 à 1,7 million de barils par jour à l'effort de contournement. Alors, faites le calcul. Le pétrole d'Arabie Saoudite a 7 millions de barils par jour. L'ADCOP des Émirats arabes unis à 1,5 million. Ensemble, à pleine capacité, ils peuvent acheminer entre 4 et 5 millions de barils par jour vers les terminaux d'exportation. Face à un détroit d'Ormuz qui en transporte normalement 20 millions. L'AIE l'a confirmé sans détour. L'écart entre la capacité de contournement et le débit normal d'Ormuz n'est pas une erreur d'arrondi. C'est un déficit structurel, un choix délibéré des ingénieurs et planificateurs qui supposait que toute perturbation serait courte. Des jours, peut-être des semaines, pas des mois. C'est là que cette histoire d'infrastructure devient une urgence économique. Le Koweït, Bahreïn et le Qatar n'ont aucun oléoduc de contournement. Zéro. Toute leur architecture d'exportation repose sur le transport maritime dans le Golfe. Quand le détroit ferme, ils n'ont aucune alternative. Aucune issue de secours. Aucune police d'assurance vieille de plusieurs décennies au milieu du désert. Le Qatar est peut-être l'exemple le plus frappant de ce que cela signifie. Le Qatar produit environ 20% du gaz naturel liquéfié mondial, le combustible qui chauffe les foyers, alimente les réseaux électriques et fait tourner les usines en Europe et en Asie. Tout cela est transporté par méthanier. Tous ces navires passent par Ormuz. À la fermeture du détroit, le Qatar a invoqué la force majeure sur ses contrats de GNL. Le pays qui fournit 1/5 du gaz mondial n'avait soudain plus aucun moyen de l'expédier. Construire un oléoduc de contournement exige d'avoir des voisins amicaux dont on peut traverser le territoire. Le Qatar est une péninsule. Bahreïn est une île. Les options du Koweït passent par l'Irak ou l'Arabie Saoudite. Des corridors politiquement complexes, même en temps de paix. Mais la situation de l'Irak est la plus lourde de conséquences pour l'histoire de contournement qui se joue actuellement. Car l'Irak est le pays qui dépense actuellement ses 49 millions de dollars chaque semaine. Et les détails de l'utilisation de chaque dollar révèlent à quel point cette course aux infrastructures est désespérée, complexe et fascinante. Les chiffres de l'Irak sont stupéfiants. Le pétrole brut représente environ 90% des revenus totaux de l'État. Chaque salaire de fonctionnaire, chaque hôpital, chaque projet d'infrastructure, tout est financé par la vente de pétrole. Avant la perturbation, l'Irak exportait près de 3,5 millions de barils par jour via Ormuz. Aujourd'hui, la production a été réduite à environ un tiers de la normale car les réservoirs sont pleins et le pétrole ne peut plus être acheminé. L'Irak cherche donc des voies de contournement sur 3 fronts simultanément. Et quand on décompose les coûts de chacun, on arrive à 49 millions de dollars par semaine. Le premier front, les convois de camions. Le ministère irakien du pétrole a lancé des appels d'offres d'urgence pour exporter du brut par la route via des camions-citernes vers le port méditerranéen de Banias en Syrie occidentale et le port jordanien d'Aqaba sur la mer Rouge. Ils visent environ 200 000 barils par jour sur l'ensemble de ces 2 itinéraires. Voici les chiffres. Expédier du pétrole par le Golfe coûte normalement environ 60 cents par baril. Le transport d'urgence par camion à travers le désert via 3 pays coûte 10 à 15 dollars par baril. Ce surcoût. Sur 200 000 barils par jour, cela coûte environ 16,8 millions de dollars par semaine, rien que pour les camions. Le deuxième front, la réhabilitation d'urgence de l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan. Cet oléoduc de 960 km relie les gisements de Kirkouk au nord de l'Irak au port méditerranéen de Ceyhan en Turquie. C'est la plus grande ligne d'exportation de brut d'Irak, avec une capacité prévue de 1,6 million de barils par jour. Et il est à l'arrêt depuis 2014, endommagé et laissé à l'abandon. L'Irak a maintenant lancé un programme de réhabilitation d'urgence.
Tests hydrostatiques, inspections, réparations, sur des centaines de kilomètres d'infrastructures vieillissantes. Le ministre irakien du pétrole a confirmé le 16 mars que les tests finaux étaient en cours, avec un objectif initial de 250 000 barils par jour. L'oléoduc a redémarré depuis, bien que les négociations entre Bagdad et le gouvernement régional kurde sur les droits d'accès aient compliqué la montée en puissance. Le coût hebdomadaire de cette réhabilitation d'urgence ? Environ 14 millions de dollars. Le troisième front, 3 activations de ports à la fois, Ceyhan en Turquie, Aqaba en Jordanie, Baniyas en Syrie, tous activés ou renforcés simultanément. Coût opérationnel d'urgence pour 3 ports, gestion des nouveaux flux de brut irakiens, renforcement des infrastructures de chargement, logistique des pétroliers, environ 9 millions de dollars par semaine. Et le quatrième, l'ingénierie, la diplomatie et la planification de nouveaux oléoducs. Une société d'investissement de Hong Kong, Heritage Funds LPF, a proposé au ministère irakien du pétrole de financer 2 nouveaux couloirs d'oléoducs, l'un de Bassora vers Aqaba ou Latakia en Syrie et un second de Bassora vers la frontière turque. Équipe d'ingénierie gouvernementale, consultants internationaux, cadres juridiques dans 4 pays, négociations diplomatiques, environ 4 millions de dollars par semaine. Additionnez tout cela, 16,8 millions de dollars, plus 14 millions de dollars, plus 9 millions de dollars. Plus 4 millions de dollars et vous arrivez à environ 44 millions de dollars par semaine avant les écarts opérationnels. Avec des imprévus d'environ 10% au-dessus des estimations pour ces programmes d'urgence, le chiffre retenu est de 49 millions de dollars par semaine, chaque semaine, et ce n'est que pour l'Irak. Prenons du recul sur ces opérations d'urgence pour examiner l'idée la plus ambitieuse en matière d'infrastructure énergétique mondiale, le projet qui, s'il était réalisé, résoudrait définitivement le problème d'Ormuz. Un canal. Une étude d'ingénierie saoudienne propose une voie navigable de 950 km reliant directement le golfe Persique à la mer d'Arabie, pas un oléoduc. Un canal navigable de 150 mètres de large et 25 mètres de profondeur, capable d'accueillir des superpétroliers à pleine charge. Cela permettrait à l'Arabie saoudite, aux Émirats, au Qatar et au Koweït d'exporter du pétrole et du gaz sans que leur cargaison ne s'approche jamais d'un seul point de passage contesté. L'aspect économique tient la route sur le papier, mais pas la géographie. Le tracé proposé traverse des terrains s'élevant jusqu'à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. On ne peut pas creuser un canal à travers des chaînes de montagnes. L'excavation rocheuse à elle seule éclipserait la construction du canal de Panama. Les coûts estimés s'élèvent à des centaines de milliards de dollars. Les délais s'étendent sur des décennies. Et même alors, cela créerait un nouveau corridor étroit. Un corridor qui pourrait être bloqué par un navire échoué. Un corridor qui pourrait faire face à ses propres failles de sécurité. L'idée du canal révèle quelque chose de plus fondamental. Le système énergétique mondial a été bâti sur l'hypothèse que le détroit d'Ormuz serait toujours accessible. Aucun contournement n'a jamais été construit pour le remplacer totalement. Les pipelines étaient dimensionnés pour de courtes interruptions. Le canal n'a jamais été construit du tout et les pays les plus exposés se sont retrouvés sans issue. Pendant 40 ans, c'était un pari que la plupart des planificateurs jugeaient acceptable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voici la partie de cette histoire dont presque personne ne discute. Chaque itinéraire de contournement actuellement utilisé. Le pétroline de l'Arabie Saoudite vers Yanbu, la décope des Émirats Arabes Unis vers Fujairah, les convois de camions irakiens et les pipelines réhabilités vers Aqaba et Ceyhan. Ils finissent tous par converger vers une seule étendue d'eau, la mer Rouge. Et la mer Rouge a son propre point de sortie au sud. Le détroit de Bab el-Mandeb, d'à peine 20 milles de large, reliant la mer Rouge à l'océan Indien. Il a été le théâtre de graves perturbations du transport maritime pas plus tard qu'en 2024, quand l'instabilité en mer Rouge a forcé les grandes compagnies à contourner le cap de Bonne-Espérance, ajoutant des semaines et des milliers de dollars à chaque voyage. La vision technique ici est profonde, et c'est une chose que les planificateurs des années 1980 n'ont sans doute pas pleinement prise en compte. On ne résout pas un problème de goulot d'étranglement en passant par un autre goulot d'étranglement. L'Arabie Saoudite a dépensé 8 milliards 500 millions de dollars actuels pour un pipeline débouchant sur un port qui mène à un autre goulot potentiel. Les Émirats ont dépensé 4 milliards 200 millions de dollars pour un pipeline vers Fujairah qui mène aussi à des voies près d'eau contestées. L'Irak dépense 49 millions de dollars par semaine pour acheminer du pétrole vers des ports qui mènent tous au même corridor de la mer Rouge. Les voies de contournement fonctionnent.
elles transportent réellement du pétrole qui serait sinon bloqué, mais elles ont déplacé l'exposition énergétique mondiale d'un passage étroit à un autre. Ce qui soulève la question à laquelle aucune étude, aucune proposition de pipeline, ni aucun document de planification n'a encore répondu clairement. Si la mer Rouge devient le prochain corridor perturbé, quel est le plan de secours du plan de secours? Voici ce que cette histoire d'infrastructure prouve en fin de compte. L'Arabie Saoudite a dépensé 8,5 milliards de dollars pour un pipeline qu'elle espérait ne jamais utiliser. Et ce pipeline est devenu le pilier de l'offre mondiale de pétrole presque du jour au lendemain. Les Émirats arabes unis ont dépensé 4,2 milliards de dollars pour un port dont personne ne parlait. Et ce port transporte désormais des millions de barils par jour. L'Irak n'a rien dépensé pour un plan de secours et paie maintenant 49 millions de dollars chaque semaine pour cette décision, se démenant pour construire en quelques mois ce qui aurait dû prendre des décennies. La leçon n'est pas compliquée. Une infrastructure construite pour une crise qui n'est pas encore arrivée ressemble toujours à une réaction excessive jusqu'au jour où ce n'est plus le cas. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. En parlant de routes que personne n'a vu venir, notre prochaine vidéo traite du projet d'infrastructure qui pourrait littéralement tuer le canal de Panama. Cliquez maintenant, c'est déjà en ligne.